Cette semaine, les technos vous emmènent au FOSDEM, la plus grande conférence open source en Europe. Ça avait lieu à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, le premier week-end de février. J'y suis allé avec mes micros et parmi les nombreuses rencontres faites sur place, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Sylvestre Ledru, qui est Engineering Manager à la Fondation Mozilla. Il est également directeur de Mozilla France. Ensemble, nous avons discuté de la Fondation Mozilla, de l'histoire du navigateur Firefox et puis des défis à venir, à la fois pour le navigateur, mais également pour la fondation et la société commerciale Mozilla. C'est une conversation passionnante sur l'avenir du web et les enjeux du logiciel libre. La fondation Mozilla, c'est une structure qui a été créée sur les cendres de Netscape. Donc Netscape, on remonte à il y a 25 ans maintenant. Ouais. Et c'est une structure qui a été créée, une structure technique. Le projet Mozilla, c'était la réécriture d'une partie de Netscape à l'époque et le passage en open source. Maintenant, tout le monde connaît l'open source, c'est devenu super démocratisé. Il y a 25 ans, c'était peut-être pas nécessairement évident. À l'époque, c'était le premier gros logiciel propriétaire qui a été libéré en termes de sources. Donc la structure Mozilla est passée par différentes phases. D'abord au sein de Netscape, après il y a eu le rachat d'AOL et après c'est devenu indépendant. Au fur et à mesure du temps, la structure a évolué. Il y a une fondation, il y a aussi une corporation. Donc maintenant, le développement de Firefox est réalisé essentiellement par la corporation et par une partie de la communauté. Et donc, c'est comme ça, au fur et à mesure du temps, que ça a évolué de différentes façons, avec différents acteurs. Donc, il y a une structure commerciale qui est chargée de vendre, ou en tout cas de faire du profit autour de Firefox. Et puis, il y a la fondation qui est en charge vraiment Parlons de Firefox d'abord, comme ça on élimine le sujet. Je voudrais parler aussi de toutes les autres choses que font la fondation. Mais qui est en charge vraiment du développement du futur technique, la fondation ou la boîte commerciale? Alors, Mozilla est piloté avant tout par une mission. Le but de la mission, c'est de garder Internet libre et accessible à tous, accessible et ouvert. Donc ça, c'est vraiment la mission qui nous pilote. Ça, c'est à la fois la fondation et la corp, ça fait partie de notre ADN. Mais Firefox est essentiellement piloté par la corporation et des fois par la communauté ou des besoins externes ou des partenariats, ce genre de choses. Mais c'est essentiellement la corporation. La fondation travaille autour de l'éducation sur Internet et fait aussi de l'advocacy. C'est grand comment la fondation Mozilla? Je ne me rends pas compte. Alors la fondation, c'est à peu près une centaine de personnes. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Et la corporation, c'est à peu près 1 millier. Donc on est à la fois gros et très petit quand on compare avec nos concurrents qui sont tous dans le top 10 du S&P 500 boursier américain. Oui, si tu compares à Google, évidemment. Ouais. ça fait tout petit à côté. C'est quoi les modes de financement des deux, de la corporation et de la fondation? Alors, la corporation, on gagne de l'argent avec des partenariats sur Firefox. Donc, si vous cliquez sur une publicité ou vous utilisez un moteur de recherche, donc par exemple le plus connu c'est Google, mais on a des partenariats en Europe avec Quant ou avec Ecosia. On récupère une partie de l'argent qui est généré dans ces opérations. On a aussi des publicités dans le produit. On connaît tous que la publicité, c'est le principal moyen de financement d'Internet. Et après, on a différents petits projets divers et variés. On a des projets qui commencent à prendre pas mal d'ampleur, comme le VPN, où là, c'est plus un modèle d'un compte payant où on obtient un service. Avec un abonnement, quelque chose d'assez classique finalement. Alors, tu parles du VPN justement, presque tout le monde connaît Firefox, moi je suis un utilisateur depuis des années. J'ai été utilisateur de Thunderbird à l'époque où je bossais pour une boîte qui utilisait des mails avec des systèmes ouverts qui permettaient de l'utiliser. Mais il n'y a pas que Thunderbird et Firefox. Quels sont les produits que vous mettez à disposition? Alors il y a un des projets qui est pas très connu à Mozilla, mais qui a un impact très fort au niveau des développeurs web, c'est le projet MDN, donc Mozilla Developer Network, où c'est la principale plateforme sur Internet pour avoir de la documentation autour des technologies web. Donc il y a HTML, CSS, JavaScript. C'est même la source officielle en tant que développeur quand on cherche une référence CSS ou HTML, c'est MDN qui sort. Ça c'est un des projets. On a plein de projets techniques qu'on utilise pour développer Firefox. Il faut bien comprendre que c'est une commodité maintenant un navigateur, mais ça reste quand même un des logiciels les plus compliqués de la planète. J'aime bien blaguer en disant que c'est plus compliqué qu'un système d'exploitation pour plein de raisons. Et donc développer un logiciel comme Firefox nécessite énormément d'outils. Donc on a beaucoup d'outils périphériques que Mozilla donne de manière open source et gratuite à n'importe qui pour les utiliser. Donc un outil par exemple pas du tout connu en dehors des super geeks, c'est TaskCluster qui est notre outil de compilation de Firefox pour orchestrer tout ça. J'ai vu en parcourant un peu ta bio que tu as un passé dans le monde des compilateurs et des toolchains et LLVM notamment. Je me demandais justement c'est quoi le lien entre les deux?
Le monde de la tech est assez petit, donc on se retrouve un peu, quand on est passionné, à toucher à plein de sujets. On utilise LLVM et Clang à Mozilla, à la fois pour la compilation du navigateur et pour certaines techniques de sécurité poussées. C'est devenu incontournable maintenant. Et Mozilla a développé, il y a une quinzaine d'années, un langage de programmation qui est assez populaire maintenant, qui s'appelle Rust. Et Rust est basé aussi sur LLVM. Donc tout ça se mêle et s'entremêle dans les méandres de l'informatique. Donc il y a des choses comme ça qui se retrouvent. Alors, continuons la liste des produits. On a parlé de Firefox, Thunderbird, le VPN, la librairie de documentation, les toolchains, les outils qui sont utilisés pour builder Firefox et ces autres outils. On a d'autres outils. On a un outil, par exemple, qui s'appelle FakeSpot, qui n'est pas très connu en Europe, mais ça permet d'aller sur des sites comme Amazon et d'avoir une note de confiance sur les commentaires. Alors, c'est une des choses, on le voit tous des fois. L'autre fois, j'ai été chercher un produit, je crois que c'était des piles, ou un truc vraiment insignifiant. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire de 5 lignes en disant que c'était les plus belles piles qu'il avait jamais vues de sa vie. Donc, ça ressemblait clairement à un faux. Et en fait, Mozilla travaille sur un produit qui permet de détecter avec des heuristiques si des commentaires sont probablement vrais ou faux. Et après, propose une note. Donc, par exemple, si c'est un produit où les commentaires, on considère qu'ils sont fiables, on va mettre une note A, par exemple, comme un Nutri-Score, mais pour les confiances. Donc, ça aide pas mal, vu qu'on voit sur certaines plateformes de e-commerce des notes un peu bizarres parfois, ça aide là-dessus. Un peu trier les commentaires sur le site d'e-commerce. C'est inclus dans Firefox ou c'est une app c'est un add-on dans Firefox qu'on peut récupérer facilement, qu'on peut mettre dessus. J'avoue l'utiliser moi-même. Ça m'aide souvent des fois quand je cherche des produits un peu bizarres et ça m'aide à trier ce qui a l'air légitime ou faux. Et alors il y a le VPN. Il y a le VPN, tout à fait, qui est donc le client est complètement open source. Donc, étant à FOSDEM, je me dois de le préciser. Évidemment. Il est complètement open source. Il est multiplateforme, donc ça fonctionne très bien sous Android, iOS et sous les différentes instances de desktop. Donc, c'est un VPN assez classique qui permet de donner l'impression qu'on est dans un autre pays. J'ai vu dans Brave, ils ont une fonction de VPN intégrée. C'est quelque chose que vous pensez aussi intégrer dans Firefox pour le futur? On y réfléchit. Je n'ai pas d'informations précises sur qu'est-ce qu'on va faire à terme, mais ça fait partie des sujets de discussion en interne. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'en avoir un par défaut ou pas? Tiens, tu as parlé de Rust. C'est vrai que j'avais oublié aussi que c'était la fondation Mozilla qui avait créé Rust. Quel succès Rust, avec les plus grands qui prennent du Rust. Il y a beaucoup de talks sur Rust dans Linux également ce week-end ici à FOSDEM. Je crois qu'il y en a de la fondation Mozilla aussi, ou même toi tu fais un talk. Ça c'est du perso, ça c'est pas du Mozilla. C'est-à-dire que tu contribues au kernel de Linux en Alors Rust? Ça c'est pas moi, ça c'est un Miguel cet après-midi va parler de la réécriture d'une partie du noyau Linux en Rust. Donc pour prendre un peu de recul, Mozilla a créé Rust parce qu'on se rendait compte des limites du C et du C++, qui sont des langages très efficaces, qui sont partout maintenant. Mais dès qu'on veut faire du parallélisme ou dès qu'on veut faire du code sécurisé, Mozilla estime que c'est extrêmement compliqué de le faire bien en C et C++. À tel point qu'on a investi des dizaines de millions de dollars sur juste pallier les limitations de ces langages de programmation. Donc il y a une quinzaine d'années, Mozilla avait décidé d'investir sur un nouveau langage de programmation qui s'appelle Rust maintenant, qui est omniprésent dans l'industrie, dans toutes les boîtes de la tech utilisent ça maintenant, avec comme objectif de pallier à ces deux gros problèmes. Et le noyau Linux a ses problèmes de sécurité, des problèmes de maintenance. Il y a aussi un problème qui est plus long terme, c'est les jeunes générations n'ont pas nécessairement envie d'apprendre un langage comme C. J'ai l'impression que pour les jeunes générations, ça va faire comme la mienne, donc j'ai un peu plus de 40 ans, avec COBOL ou avec Fortran. Donc je pense qu'on va arriver à ce changement de paradigme où les jeunes générations vont vouloir faire du Rust ou du Swift ou du Go et ne plus toucher à des choses comme le C. Donc il faut aussi qu'en tant qu'industrie, on commence à réfléchir à qu'est-ce que sera l'avenir de l'informatique dans 10 ans et quels sont les outils que maintenant on doit déployer et intégrer pour s'assurer que notre technologie survit et soit maintenable et efficace. Donc c'est pour ça qu'on fait que beaucoup de gens investissent sur Rust pour réécrire des parties en C ou C++. Ouais, des grands cloud providers comme AWS utilisent Rust pour les micro-VM de leurs containers. J'ai certains de mes collègues qui travaillent à AWS, mes anciens collègues. Oui, comme c'est un contributeur également au projet open source. Rust est en open source, mais quel est le rôle de la fondation Mozilla aujourd'hui dans Rust? Il reste une partie de stewardship. Mozilla a décidé de créer une fondation autour de Rust parce que c'est pas le rôle de Mozilla. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on est vraiment dans une mission d'améliorer la santé du web et de s'assurer
que le web vit bien, reste ouvert et accessible à tous. Et un langage de programmation est lié aux outils qu'on produit pour atteindre cette mission, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc Mozilla a décidé de créer une fondation avec des acteurs comme AWS, Google ou d'autres pour pouvoir transférer à la fois la propriété intellectuelle, la gestion de certaines problématiques, etc. Donc il y a une fondation Rust qui existe, dont Mozilla fait partie, et un des acteurs, mais qui maintenant est plus géré par un groupe d'individus liés à des entreprises ou faisant partie de la communauté. Il y a une volonté de réécrire tout ou partie de Firefox en Rust, ou en tout cas les parties les plus sensibles, ou c'est déjà fait? Dans un monde parfait, oui, mais on est réaliste. Réécrire un logiciel coûte une fortune. Firefox, c'est à peu près une 30aine de millions de lignes de code. Il y a beaucoup d'historique dans le logiciel, donc répliquer l'historique qu'on a, donc j'entends c'est la compatibilité web, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un navigateur, si on écrit mal une page HTML et CSS, il y a quand même quelque chose qui va être affiché. Quand même, ouais. Donc on est obligé de répliquer le comportement du navigateur comme il était auparavant. Et ça coûte quand même très très cher de réécrire pour une iso-fonctionnalité. Donc on le fait uniquement si on se dit cette partie-là, il faut qu'on la réécrive, elle est vraiment trop dure à maintenir. On va les réécrire en Rust généralement. Donc on a pas mal de parties qui sont écrites en Rust maintenant. Donc on a le moteur CSS, par exemple, de Firefox est écrit en Rust et qui vient du projet Cerveau que Mozilla a créé aussi il y a bien longtemps. Des parties sensibles pour la sécurité, je pense à la partie WASM ou des engins d'exécution JavaScript. Oh, c'est assez dingue là-dessus. Donc à Mozilla, on utilise une approche qui s'appelle le fuzzing pour la sécurité logicielle. Ça consiste à envoyer des données qui sont correctement ou incorrectement formatées et de regarder si le logiciel se comporte bien. Donc est-ce qu'il va cracher ou pas, mais aussi voir est-ce que ça retourne bien ce qu'il devrait retourner. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait beaucoup moins de soucis quand le code a été écrit en Rust qu'en C ou C++, parce qu'on n'a pas toute la classe de problèmes mémoire, de use after free et tous ces trucs-là. Donc on sait que quand on va commencer à faiser une partie en Rust, ce sera beaucoup plus sûr qu'une partie en C++. Est-ce que c'est plus facile d'attirer des développeurs open source sur les parties Rust que sur les photo, parties ouais. C? Clairement, c'est quelque chose que tu ouais, sens maintenant aussi. Donc c'est aussi une motivation peut-être parfois. Oui, complètement. C'est aussi un langage qui est très élégant, qui est très agréable à utiliser, avec un écosystème vibrant. Donc c'est quand même des choses très intéressantes. Il y a une courbe d'apprentissage, non? Ouais, il y a une courbe d'apprentissage, c'est sûr, mais d'un autre côté, de mon point de vue, on économise pas mal de temps parce qu'on va pas galérer avec les complexités du C, du C++, sur la gestion mémoire, sur les problèmes de parallélisme. Donc le temps qu'on investit dans l'apprentissage de Rust, qui parfois peut être plus compliqué, je trouve à terme, il est rentabilisé par la beauté du langage. Alors la fondation Mozilla, tu as dit, vise à donner aux citoyens un monde meilleur sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence artificielle et de large language model. Qu'est-ce que fait la fondation dans la partie IA? Alors, on fait beaucoup de choses sur la partie IA. Donc, une des choses les plus pertinentes, c'est qu'on a été fortement associé dans la définition de ce qu'est l'open source AI. Donc la définition, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Donc est-ce qu'on parle des modèles? Est-ce qu'on parle des paramètres? Est-ce qu'on parle des données? Est-ce qu'on parle du code qui a permis l'apprentissage? Donc Mozilla a été fortement impliqué là-dedans. Donc il y a cette partie-là. Il y a aussi beaucoup de travail avec les législateurs ou avec ou avec des leaders sur expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, les forces et les faiblesses, donc faire un travail d'éducation vers la société civile et vers les politiques pour leur expliquer quel est l'intérêt de ça, et aussi à mettre en avant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle à laquelle on peut faire confiance. En anglais, ça rend mieux, c'est Trustworthy AI. Et donc expliquer comment est-ce qu'on peut faire une IA dans laquelle on aurait confiance dans les résultats. Donc toutes les problématiques liées au biais culturel, au biais qu'on a dans notre société, éviter que l'IA l'ait aussi derrière. Ça m'érisse les poils à chaque fois que je vois des IA dites open source. Et en fait, c'est juste le modèle qui est accessible gratuitement. Mais il n'y a rien d'open source, ni le code, ni les données, ni les paramètres. Mais c'est une tendance qu'on voit ces dernières semaines. DeepSeek a fait le buzz il y a 10 jours, même Tout pas. À fait, ouais. C'est une tendance que tu observes aussi, l'open source autour de l'IA et de l'IA générative? Ouais, après, il va falloir encore stabiliser un peu le terme open source AI et de voir un peu, parce que c'est quand même, ça bouge énormément. Donc, il va falloir, dans un an ou deux, on aura un peu plus de recul sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui était vraiment open source ou pas. Et aussi, comment est-ce qu'on rend ça plus accessible? Une des forces de DeepSeek, ça a été donner les capacités à faire un apprentissage beaucoup moins coûteux que ce qu'OpenAI et les autres ont fait.
C'est une des choses qui va avoir un impact sur l'industrie. Alors, je regardais la liste des jobs ouverts dans ton équipe et il y a des jobs autour de l'IA, justement, data science, data engineering, pour Firefox. Donc, il y a une volonté dans le futur d'aller mettre un peu d'IA dans Firefox également. Alors c'est une bonne question. On utilise l'IA dans Firefox depuis 4-5 ans déjà, donc on ne l'utilise pas nécessairement dans le produit pour les utilisateurs, ça c'est en train de changer, mais on l'utilise par exemple pour la CI, donc l'intégration continue. Donc Firefox, on consomme à peu près 100 années machines par mois en termes de Juste compute. pour builder, tester. Juste pour builder et tester sur Firefox. Donc c'est des chiffres hallucinants. Et avant, c'était des statistiques toutes bêtes qu'on utilisait pour décider ce qu'on allait compiler. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en utilisant une IA, si on lui disait dans le passé, si ce test-là, si ce changement dans cette partie-là du code, ça a cassé ce test-là, apprends cette partie-là. Et maintenant, quand on va faire un changement dans ce fichier, il faut que tu relances ce test. Donc on a économisé beaucoup, on a divisé la facture par 3 ou 4 en utilisant l'IA là-dessus. Une autre utilisation qu'on a aussi depuis des années que je trouve fascinante, c'est le triage de bugs. Donc on a beaucoup de gens qui ouvrent des bugs en disant Firefox marche pas. Voilà, c'est ça. Ça marche pas. Et donc ça arrive dans un composant qui s'appelle non trié, un triage. Et ça nous prenait beaucoup de temps à faire le triage manuellement. Et on a fait une IA, parce que comme on avait des années de triage manuel fait par des humains de manière efficace, on a dit à une IA, apprends ça. Donc maintenant, on a une IA qui va automatiquement trier les composants, les bugs dans les bons composants. C'est un duplicate, on connaît déjà, ou c'est lié à tel subsystem, ou tel subsystem, ou c'est pas un bug. Ouais, exactement. Et après, dans le produit, on a des choses qui sont assez rigolotes, qui sont utiles. On essaie de faire de l'IA, pas pour le faire de l'IA, on essaie de faire de l'IA pour aider nos utilisateurs et à mieux surfer sur Internet, pour utiliser une expression de vieux. On a un éditeur PDF qui est sans frimer, qui est le meilleur du marché, donc dans Firefox, le meilleur PDF. Et on a la capacité d'injecter une image dans un PDF et de le sauvegarder après. Et une des choses qu'on a remarqué, on travaille beaucoup sur l'accessibilité, c'est que les utilisateurs, ils ont tendance à pas mettre le champ alt text qui permet à des gens qui ont des problèmes de vision de décrire l'image. Donc si par exemple je mets une photo d'un enfant en train de manger une glace, une personne qui a un problème d'accessibilité visuelle, s'il n'y a pas de alt text, ne va pas le savoir. Et il n'y a rien qui va lire le contenu de la photo pour lui. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que quand on rajoute une photo dans un PDF, c'était une preuve de concept qui a très bien fonctionné, on va utiliser une IA pour faire la reconnaissance d'image et pour automatiquement rajouter le alt text pour les problématiques d'accessibilité. On pourrait imaginer ça dans les pages web aussi, avec un modèle en local. Tu as spoilé ce que j'allais dire. Et donc, on réfléchit aussi, est-ce que ça ne vaut pas le coup après de le faire pour les pages web en général? C'est pour n'importe quelle page web, on serait capable d'automatiquement générer les alt text pour les gens qui ont des problèmes visuels. Donc automatiquement générer ça, et tout en le faisant de manière raisonnable, sans exagérer, et tout ça fait de manière locale sur l'ordinateur de l'utilisateur. Oui, c'est ça, il n'y a pas besoin d'un serveur quelque part, ça peut être fait en local. Les machines qu'on a aujourd'hui sont capables de tenir. Et c'est ce qu'on fait avec la traduction d'ailleurs. Firefox, on propose la traduction, donc c'est quelque chose qu'on nous demandait depuis bien longtemps. On a la traduction dans Firefox et on a un modèle qui est vraiment novateur par rapport à nos concurrents, dans le sens où si on va utiliser nos concurrents, le contenu de la page est envoyé à leur serveur et en le disant voilà, c'est une page en français, je veux la traduire en italien. On récupère le contenu italien et c'est affiché en italien après derrière. Ce que fait Firefox, c'est que ça va télécharger une fois le modèle de machine learning pour faire la traduction de français vers italien par exemple, et toutes les traductions après vont être faites en local sur la machine de l'utilisateur, et c'est tout aussi rapide, ça met que quelques secondes à traduire l'intégralité d'une page, et tout est fait en local, donc c'est ce genre de choses qu'on fait. Et ça, c'est l'ADN de Firefox et de la Fondation Mozilla, c'est respecter la vie privée, essayer de le faire le plus possible en local, et je suppose qu'on va voir de plus en plus d'initiatives dans ce monde-là. Ouais. J'invite les auditeurs, s'ils ont l'occasion un jour, de regarder les conditions d'utilisation des plateformes de traduction, où il y a écrit une phrase genre tout le contenu que vous envoyez sur notre plateforme de traduction peut être réutilisé pour ce qu'on veut, etc. Et donc on partage son contenu sans le savoir, parce qu'on ne lit pas ça en général. Exactement. Avec les autres, d'où l'intérêt d'utiliser des modèles en local. Si des auditeurs veulent contribuer à la fondation Mozilla, ça serait quoi le call to action pour parler franglais? Alors il y a beaucoup de contributions différentes à Mozilla, donc il y a les contributions techniques, il y a aussi ouvrir un bug, si vous avez des problèmes avec Firefox, faut pas du tout hésiter à ouvrir un bug ou à nous contacter pour nous reporter des problèmes. Dans les dernières versions, on a maintenant une capacité de reporter, de déposer des bugs. Si par exemple vous avez un problème de ce qu'on appelle web
compat. C'est-à-dire que si un site web va utiliser des fonctionnalités spécifiques à Chrome et qu'on n'a pas dans Firefox parce que ça ne fait pas partie des standards, dans Firefox, il y a la possibilité maintenant de dire j'ai ce problème avec ce site web. Et ça, c'est une contribution. Nous, ça nous permet de dire, OK, cette fonctionnalité-là du web, ce site web-là, ils ont utilisé une mauvaise fonctionnalité, on va les contacter pour leur expliquer comment faire les choses bien. Ou des fois, c'est simplement nous qui avons un bug dedans, et donc on va dire, ah oui, on a un bug dans notre implémentation du CSS ou de l'HTML, on va le corriger derrière. Donc ça fait partie des contributions. Après, il y a beaucoup de contributions techniques, donc on a énormément de ce qu'on appelle des good first bugs, des bons premiers bugs dans nos outils, donc dans Bugsy et dans GitHub, qui peuvent être juste corriger une faute d'orthographe ou enlever une variable morte, ou ce genre de choses-là, ou des choses beaucoup plus compliquées. Voilà, c'est la fin de cette hors-série enregistrée au FOSDEM dans les locaux de l'ULB à Bruxelles. Un grand merci encore à Sylvestre Ledru pour cet échange passionnant sur Mozilla, sur l'avenir de la fondation et du navigateur Firefox. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de vous. À très bientôt dans les technos.